Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois naturelles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais malheureusement de plus en plus courant, le burn-out. Le burn-out est un état d'épuisement profond, tant physique que mental, qui survient souvent lorsque les exigences professionnelles ou les exigences d'une situation de vie dépassent nos capacités d'adaptation et de résistance au stress. À l'origine, le burn-out est un état d'épuisement professionnel et c'est dans les années 60 qu'est apparu ce phénomène auprès des travailleurs sociaux. Étymologiquement, le mot en dit long puisqu'il vient de l'anglais to burn out qui signifie littéralement brûler de l'intérieur, se consumer. Le burn-out est défini en fonction de 3 composantes. Un épuisement physique et émotionnel qui se caractérise par une diminution significative d'énergie, accompagné de fatigue, de stress, d'irritabilité et potentiellement de manifestations somatiques, c'est-à-dire au niveau du corps, d'une dépersonnalisation, c'est-à-dire une distance qui vient venir entre autrui et la personne en question, voire une forme de désengagement relationnel, et enfin une chute de l'accomplissement personnel, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'écart entre la réalité et l'idée du métier ou de la situation vécue que se faisait la personne. Mais le burn-out ne touche pas que la sphère professionnelle, puisque récemment, cette notion a été étendue à d'autres domaines comme le sport de haut niveau, la scolarité, mais aussi la parentalité. Et quand on parle de parentalité, on pense essentiellement aux mères de famille. Mais que se passe-t-il réellement dans notre corps lors d'un burn-out? Et surtout, comment pouvons-nous le prévenir au mieux ou alors y faire face? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sarah Crahen. Sarah est naturopathe et coach business avec une expertise particulière sur le burn-out, non seulement pour avoir accompagné de nombreuses personnes dans cette épreuve grâce aux outils qu'offre la naturopathie, mais aussi parce qu'elle-même a traversé cette situation. Son expérience personnelle et professionnelle lui donne une perspective unique sur ce phénomène. Bonjour Sarah. Hello, merci pour ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast et de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Alors, j'ai donné en introduction un petit peu les contours de ce que peut être le burn-out. J'aimerais qu'on fasse un peu une lecture naturopathique de la chose et qu'on analyse physiologiquement ce qui se passe au niveau du corps lorsque la situation professionnelle ou la situation de vie vient à dégénérer et on s'approche du burn-out. Alors déjà, il faut savoir que, comme tu disais dans l'introduction, un burn-out, c'est la résultante d'un stress intense et prolongé. Mais en réalité, le stress, à la base, c'est une bonne chose. Le stress, c'est une réaction d'adaptation du corps face à un danger qu'on a depuis la nuit des temps et qui est venu, en fait, à plusieurs reprises nous sauver la vie et nous empêche bien des ennuis. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que lors qu'on va se retrouver confronté à un danger, qu'il soit physique ou psychologique, automatiquement, le corps va se mettre en mode alerte et il va... qu'est-ce que c'est le mode alerte? En fait, le but, c'est de lutter ou de fuir.
Et donc, c'est par exemple, si on traverse la route et qu'on voit une voiture nous foncer dessus, heureusement qu'on a ce stress parce que ça va nous permettre de réagir très rapidement et d'éviter l'accident. En revanche, la problématique, c'est quand ce stress intense dure dans le temps. Plusieurs semaines, ça passe. Plusieurs mois, ça commence à devenir compliqué, mais alors plusieurs années, là, ça devient très, très, très compliqué. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir une suractivation de ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Il y a 2 branches dans le système nerveux et c'est le système nerveux sympathique qui va être fortement activé et qui va déclencher la libération de certaines hormones par les glandes surrénales, qui sont des glandes qu'on a, on va dire, au niveau de la bande du soutien-gorge, plutôt dans la partie dorsale, et qui va donc les surrénales vont libérer de l'adrénaline et du cortisol. Et ces hormones-là, encore une fois, heureusement qu'elles existent, mais le problème, c'est quand il y a un excès de libération de ces hormones-là dans la durée. Donc l'adrénaline, elle va préparer le corps à réagir très rapidement, ça va permettre d'augmenter le rythme cardiaque et donc ça va permettre au sang d'aller apporter les nutriments nécessaires aux organes qui sont impliqués dans la survie, même si c'est un stress psychologique. On va avoir les pupilles qui se dilatent et puis on va avoir une vigilance qui est accrue. Et le cortisol, lui, il va permettre de libérer du sucre en fait dans le sang. Ça va augmenter la glycémie pour nous donner l'énergie et nous permettre de prioriser la gestion des émotions. Donc tant que c'est instantané, ça va. Je le répète encore, on a besoin de ce stress. Le problème, c'est donc quand ça dure et quand il y a un excès de libération de ces hormones-là, eh bien, on finit par les épuiser. Les surrénales, les glandes surrénales sont épuisées. Elles passent leur temps à libérer ces hormones-là et au bout d'un moment, il y en a de moins en moins. Et donc là, le problème, c'est qu'on va ressentir une très grande fatigue physique. Ça va aussi, le cortisol va aussi diminuer la réaction immunitaire, ce qui fait que chez les personnes qui commencent à frôler le burn-out, ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus vulnérables aux microbes et qui vont être plus souvent malades. Il va y avoir un effet sur le cerveau. Alors l'effet sur le cerveau, c'est que ça va attaquer 2 parties. Il y a l'hippocampe qui est impliqué dans l'apprentissage, la mémoire, la concentration, et il y a aussi l'amygdale qui, elle nous aide plus à gérer nos émotions. Donc on va se sentir plus susceptible, plus réactif face aux propos des autres, on est plus anxieux, on peut être plus impatient, plus colérique, on peut se mettre à pleurer beaucoup plus facilement. Grosso modo, émotionnellement, voilà ce qui va se passer. Et en fait, le problème, c'est comme je le disais au départ, c'est d'abord le système nerveux sympathique qui est déclenché, qui envoie un message aux surrénales qui, elles, vont libérer ces fameuses hormones. Mais si donc c'est à cause, je mets des guillemets, on ne voit pas là, mais du système nerveux sympathique que le problème arrive, c'est de ce côté-là qu'on doit faire, c'est là-dessus qu'on va travailler pour pouvoir limiter la libération de ces hormones-là et économiser les surrénales. En fait, le système nerveux sympathique, le problème, c'est qu'il va nous empêcher complètement de nous relâcher, de nous détendre. Quand il est en suractivité, il va nous empêcher justement de faire des activités comme dormir, tout simplement, qui est une activité, on va dire ça comme ça. Pour pouvoir dormir, il faut du lâcher prise. Et si le système nerveux sympathique est activé en permanence, on va pas pouvoir se laisser aller dans le sommeil. Et ça, c'est un cercle vicieux qui s'opère, puisque plus le système nerveux est activé, moins j'arrive à dormir, plus je suis épuisée, plus je suis nerveux, moins j'arrive à dormir. Clac, la boucle, elle est bouclée. Voilà. Et puis, donc fatigue, on l'a dit, parce que tout ça, c'est épuisant. En fait, quand on est en état de stress permanent, le corps va grignoter énormément de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments qui nous donnent de l'énergie, qui font fonctionner chacun de nos organes. Donc, en fait, tout le corps s'épuise. Ça crée beaucoup d'acidité, beaucoup d'inflammation et donc des douleurs. Des douleurs musculaires, des tensions. Aussi parce que pour pouvoir lutter ou fuir, même si évidemment on n'est pas en guerre, même si c'est un stress qui souvent est psychologique, la réponse est exactement la même. On va se contracter très fort et on va se retrouver avec des tensions, on appelle ça des contractures. Et ça libère de l'acide lactique comme si on venait de faire des heures de sport. Et on a mal dans les bras, on a mal dans le dos, on a mal dans le cou. Et puis pour certains, mais pas forcément chez tout le monde, il peut y avoir une prise de poids à cause du stress. Ça va dépendre un peu des morphos. Il y en a qui en perdent, mais il y en a qui en prennent plus facilement.
et les fameux troubles digestifs. Moi, je sais que j'étais hyper concernée par ça pendant enfin, honnêtement, j'ai coché toutes les cases. Hein. Là, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de te dire, là, je les ai vraiment absolument toutes cochées. Troubles digestifs, donc ça peut être des ulcères, des syndromes de l'intestin irritable. Voilà, où on va essayer de chercher pourquoi on a mal au ventre, quel est le problème, qu'est-ce qu'on a mal digéré. Oui, l'alimentation peut aider, j'imagine y revenir tout à l'heure, mais c'est avant tout le mental qui a besoin d'être guéri avant de soigner l'assiette, même si les deux ensemble, évidemment, ça sera encore plus intéressant. On peut aussi avoir des troubles cardiovasculaires avec de l'hypertension. Évidemment, tous ces symptômes-là, ils vont être d'autant plus accentués qu'on approche vraiment du burn-out. Et les fameuses palpitations, augmentation du rythme cardiaque à n'importe quel moment de la journée, puisqu'on n'est plus capable, en fait, notre système nerveux et nos glandes ne sont plus capables de fonctionner normalement. Donc pour un oui, pour un non, ça va se déclencher. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire des effets qu'on va retrouver du mécanisme physiologique. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre corps justement quand on avance doucement vers le burn-out. Et évidemment, moins on écoute le corps, plus il crie, plus ces symptômes vont être exacerbés. Et encore, il y en a plein d'autres. Moi-même, j'avais l'impression que le matin, je me réveillais et que j'avais la gueule de bois, quoi. Sans avoir bu la veille. Sentiment de gueule de bois, la vision un peu floue, l'impression d'être dans un espèce de brouillard mental comme ça permanent. J'ai ce souvenir-là. Ah ouais, alors tout ce que tu dis, ça appelle plein d'observations de ma part. Alors déjà, je te remercie d'avoir fait la distinction avec le stress, parce que c'était ma question suivante, en fait. Comment distinguer le stress habituel du burn-out, parce qu'il y a une vraie différence. C'est pas du tout c'est pas la même chose, quoi. Le stress, Pas du tout. voilà, le stress, il peut être positif, et c'est quand il devient chronique que là, ça devient délétère. Donc, tu nous as bien expliqué que, en fait, il y a vraiment une atteinte physique, quoi. C'est pas du tout juste émotionnel ou mental, quoi. Il y a vraiment une répercussion physique. Et tu nous en as un petit peu parlé vers la fin, tu vois, de concrètement, tu parlais un petit peu des douleurs au niveau digestif. Mais concrètement, tu vois, quand tu parles de l'augmentation du cortisol, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut s'en apercevoir? Tu vois, au-delà, tu nous as parlé des douleurs digestives, des douleurs musculaires. Quelles autres manifestations concrètes, comment ça peut se traduire? De toute façon, avant le burn-out, il y a des prémices. En fait, quand il y a un excès de stress prolongé, sans parler de burn-out, ça va directement affecter alors, certes, le cortisol affecte directement le système immunitaire, mais tout simplement, il faut pas oublier que le système immunitaire, il y en a une grande partie qui se retrouve localisée. Il y a énormément de globules blancs localisés dans l'intestin. Et quand on est dans une situation de stress intense, la priorité n'est pas à la digestion. La priorité est à la survie. Donc, quand on répète un stress régulier, automatiquement, tout notre sang va quitter le système digestif, les intestins, le foie, l'estomac, pour pouvoir aller se réfugier dans les muscles, dans le cœur pour battre plus fort, dans les poumons pour prendre un max d'oxygène, dans la tête pour réfléchir aux solutions, et beaucoup moins au niveau du système digestif et du système génital aussi, reproducteur. Et s'il y a moins d'irrigation sanguine au niveau du digestif, le système digestif va moins bien fonctionner. Et à force de moins bien fonctionner, il va y avoir de l'inflammation à cet endroit-là. Ça va irriter la muqueuse intestinale. Alors, ça va se manifester par des troubles digestifs, mais à la longue, à force de troubles digestifs, on affecte au niveau de la muqueuse, il y a ce qu'on appelle du tissu lymphoïde qui renferme les globules blancs. Et donc, c'est aussi ce tissu-là qui est affecté. Et donc, notre système immunitaire s'en trouve aussi touché. Donc voilà. Donc de toute façon, même avant le burn-out, un stress les phases avant, il peut déjà y avoir ces symptômes-là qui commencent à apparaître et qui doivent nous alerter. Et en plus de ça, c'est un cercle vicieux parce que là aussi, au niveau du système immunitaire, il y a des tas de neurotransmetteurs qui servent au fonctionnement. Je parle notamment de la sérotonine, qui sert au fonctionnement du cerveau. Et si on a un intestin qui fonctionne pas bien, on n'aura pas suffisamment de sérotonine. Donc en fait, il y a un espèce et donc un cerveau qui fonctionne pas bien. Donc on a intérêt de s'occuper et de la tête et du corps, et notamment aussi du système digestif. C'est le cercle vicieux dont tu parlais tout à l'heure aussi pour le sommeil, quoi. Yes. En fait, tout est interrelié.
Il n'y a pas tout notre système génital, immunitaire, cardiovasculaire, le système nerveux, tous ces systèmes-là ne sont pas indépendants. Ils sont interdépendants. Donc on est obligé, en tout cas nous en tant que naturopathe, de prendre le temps d'évaluer tout ça. Et quand vous allez bouger quelque chose à un endroit, ça va avoir des répercussions à d'autres endroits. Ouais, c'est pour ça que la naturopathie, là, est d'une aide assez précieuse dans ce type de situation. Yes. Alors, à ton avis, à partir de combien de temps on peut considérer qu'un stress devient chronique ? Ça dépend des personnes. Hein. Ça, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que le corps est assez bien fait. Il peut résister plusieurs jours, il peut résister plusieurs semaines. À partir de plusieurs mois, il faut commencer à s'inquiéter. Après, tout dépend de l'intensité du stress. Si j'ai un stress chronique qui est long et modéré, peut-être que le burn-out peut arriver plus tard que quelqu'un qui va avoir un stress chronique intense sur une période un peu plus. Puis on n'a pas tous la même capacité de résistance au stress aussi. Je pense qu'on a tous les capacités, mais ça, j'imaginais qu'on en parlerait plus tard et peut-être que je peux faire un petit teasing maintenant, mais là, ça va être mon côté coach aussi qui va parler. Pourquoi certaines personnes font des burn-out et d'autres n'en font pas? Moi, je me suis retrouvée dans ce cas de figure où j'avais exactement le même métier que les autres. Certes, on m'avait confié un peu plus de responsabilités, mais n'empêche que je me chargeais la mule 10 fois plus que les autres. Et en fait, ça, c'est des comportements autodestructeurs qu'on acquiert très jeune. Au départ, ce sont des mécanismes de défense, c'est-à-dire que tant qu'on est jeune, on apprend à dire oui pour faire plaisir, on apprend à être validé, on attend la validation des autres, on a besoin de la reconnaissance des autres pour pouvoir avancer. Et en fait, tout dépend de l'extérieur. Toute notre vie va dépendre de l'extérieur. Donc, pour pouvoir, se sentir aimé, valorisé, reconnu, on va constamment aller dans le sens du courant extérieur, de ce que les autres attendent de nous. Si dans notre éducation, on nous a pas appris à penser librement, à oser être soi-même, authentique, à se libérer de cette validation-là, du regard de l'autre, c'est vrai qu'on va avoir des comportements qui vont dans le sens de ce que veulent les autres, et nous, on va se vider quelque part, entre guillemets, avec le temps de notre substance. Donc, tant qu'on est enfant, qu'on est petit, ado, jeune adulte, c'est classique d'adopter ce genre de comportement, parce que quand on est petit, on n'a pas tellement le choix, et puis on a été éduqué d'une certaine manière, à la maison, à l'école, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans la rue. Voilà, on est nourri de ça, et on croit que c'est normal, justement. Et pour se protéger, on grandit comme ça. Sauf qu'après, les circonstances changent, on est des adultes, on oublie qu'on peut faire différemment, mais on le sait pas. Et changer de façon de faire, ça fait très peur. Parce qu'après, il y a la peur du rejet et tout, et dans le boulot notamment, de pas être validé, de pas être reconnu, qu'on nous dise pas que c'est bien ce qu'on a fait, que les résultats soient peut-être pas à la hauteur de ce qu'on avait pu obtenir avant. Donc du coup, on reste dans nos schémas, on reste dans nos habitudes et on se fait mal. Moi, c'est en gros, c'est ce qui s'est passé. Il a fallu que je fasse un gros travail de thérapie, puis de coaching sur moi-même pour défaire ces croyances que j'avais et qui conditionnaient mes comportements pour pouvoir commencer à envisager la vie autrement et à penser plus librement en me souciant beaucoup moins du regard de l'autre. On l'a toujours un petit peu, je dis pas le contraire, mais en me libérant de tout ça pour être enfin moi-même, me valoriser, ne pas attendre que les autres me valorisent. Et là, je crois qu'aujourd'hui, ce serait pratiquement impossible pour moi de faire un burn-out tellement ça prend des années. Attention. Je dis pas que ça s'est fait comme ça, mais parce que aujourd'hui, je vois les choses totalement autrement. Et c'est ça ce qui fait la distinction entre certaines personnes qui font des burn-out et celles qui n'en font pas. C'est qu'il y a les personnes qui vont avoir des comportements, donc des schémas à la fois de défense, mais qui nous autodétruisent à la longue. Et il y a ces personnes qui sont beaucoup plus libres et qui en ont rien à faire de ce que pensent les autres. Et qui, eux, s'aiment déjà comme ils sont, et ils ont bien raison. Et qui vont, du coup, être moins perméables à l'avis des autres, à l'approbation des autres. Ils savent ce qu'ils valent. Tu nous dis qu'en fait, il peut y avoir un système de croyances qui nous prédisposerait, en quelque sorte, à ce type de situation du burn-out. Exact. Tu peux résumer en une phrase ce que j'ai essayé de dire en 10 minutes. Non, mais il fallait le détailler. Mais ce que tu dis aussi me fait penser que souvent, ce qu'on peut rencontrer d'ailleurs dans le monde du travail, c'est que les gens sont associés à leur travail. Ah oui. Ils sont leur travail et il n'y a pas de dissociation entre les deux.
Et je pense, tu vas me donner ton avis là-dessus, mais que c'est ça qui peut être problématique. C'est quand on ne fait pas la dissociation entre qui on est et son travail. Mais carrément, je suis entièrement d'accord et merci de soulever ce point-là parce que j'avais pas pensé à l'aborder sous cet angle, mais oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je travaille plus en entreprise, je travaille avec des entrepreneurs, mais c'est le même problème parce que les entrepreneurs sont tout aussi concernés par le burn-out. Il n'y a pas de boss derrière eux, mais ils sont leurs pires boss. On peut être très exigeant avec soi-même et se pousser beaucoup trop loin. Et donc, il y a ce truc de si je ne fais pas les résultats suffisants, je suis bidon. Donc, j'associe ma valeur aux résultats de mon entreprise ou aux résultats que j'ai fait dans l'entreprise à laquelle j'appartiens. Et donc, associer sa valeur aux résultats, c'est très dangereux parce que les résultats ne dépendent pas que de nous. Les résultats dépendent de tout un tas de facteurs. Est-ce que cette distinction, elle est pas justement encore plus difficile à faire quand t'es entrepreneur? Non, franchement, c'est pareil. Parce qu'en fait, quand t'as l'impression de jouer ta vie, en fait, moi, quand j'étais salariée, alors évidemment, c'est que mon expérience. Je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont passées par le burn-out ont vécu les choses de la même manière. Bien sûr. Mais en fait, j'étais constamment en train de me prouver quelque chose, que je valais quelque chose. Mais en vrai, je pense pas que je le prouvais vraiment à mon boss, parce qu'en vrai, je pouvais pas le voir, mon boss. Du coup, c'était vraiment un truc entre moi et moi. Et quand on a cette exigence, qu'on l'ait dans le salariat ou en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est cette histoire de résultat, quoi. Cette histoire de résultat. Si j'ai ces résultats, je vaux quelque chose. Mais ce truc de ma valeur dépend du résultat dans mon boulot, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, ça, c'est un vrai sujet. Il faut vraiment décorréler les deux. Ça n'a rien à voir. En naturopathie, on va toujours rechercher la cause de la cause de la cause de la cause. Donc là, en fait, finalement, la cause originelle et première du burn-out, ça serait vraiment, en fait, ce système de croyance qui a été mis en place depuis l'enfance. Ouais, je crois que c'est ça. En fait. Et finalement, peu importe la situation, parce que tout à l'heure, tu disais, le statut social importe peu, que tu sois salarié ou entrepreneur, finalement, ça change pas. C'est vraiment un système de croyance. C'est le point de départ. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On était dans la même équipe quand j'étais à l'époque chez Bouygues. J'étais avec des mecs. Et en plus, en tant que nana, j'avais le sentiment, j'étais qu'avec des mecs. Et j'avais le sentiment qu'il fallait et je travaillais en tant que responsable de secteur dans des magasins où les managers étaient que des mecs, où j'étais attendue au tournant. Et je travaillais avec des gens qui étaient dans la distribution où c'était très macho. Voilà, et donc j'avais régulièrement ce genre des réflexions de genre la petite minette qui débarque et tout machin. Donc je sentais qu'il fallait que je me masculinise pour avoir l'air crédible, et donc ça me demandait ça aussi encore une fois de l'énergie. Et donc j'avais ce sentiment de devoir prouver constamment. Mais on va dire que ce phénomène extérieur a contribué, avec un manager aussi qui m'a bien chargé la mule, mais on va dire que ça a contribué à mon burn-out. Mais tout le monde dans ma situation n'aurait pas réagi de la même manière. Oui. Tu as des facteurs qui sont structurels et d'autres qui sont conjoncturels. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel tu vas évoluer, là, ce que tu racontes, le fait que ce soit un environnement masculin assez difficile, voire macho, là, c'est conjoncturel. Mais toi, structurellement, tu avais ce mode de croyance, en fait, tu étais prédisposé dans ce genre de situation à plonger peut-être plus facilement que n'importe qui vers un burn-out. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, pour te donner un peu de contexte, à un moment donné, on avait moi j'avais 38 magasins à gérer et je suis passée à 64 du jour au lendemain. On a tous une augmentation du nombre de magasins parce que crise, parce que secteur concurrentiel, parce que moins d'embauches, bon voilà. Les autres avaient moins de magasins à gérer, mais malgré tout, c'était quand même beaucoup, trop pour une seule personne. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient pas les voir, ces magasins. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je courais comme une barjo pour faire l'impossible, pour faire l'irréaliste. Et eux, ils assumaient le fait que ce n'est pas possible. Si je veux survivre, je ne les visiterai pas tous. Et ils savaient qu'ils étaient rationnellement pas en danger parce que leur contrat ne prévoyait pas autant de magasins. Et donc, ils faisaient ce qu'ils pouvaient et ils avaient bien raison. Et moi, j'hallucinais. Je me disais, bon, putain, les mecs, ils foutent rien et tout, machin.
Et c'est lui qui avait raison. Et moi, j'étais là en train de courir comme une barjo. Et je me rappelle même d'un challenge qu'on nous avait donné, que j'avais gagné. Mais à quel prix, quoi? À quel prix? Et en fait, c'était une course contre moi-même de me prouver. Sauf que quand c'est irréaliste, ça, c'est jamais assez, jamais assez, jamais assez, jamais assez. Et on s'y Et est-ce retrouve. que tu penses que les femmes, nous, le fait d'être une femme, justement, dans le monde professionnel aujourd'hui, constitue, entre guillemets, une prédisposition aussi à ce type de situation? Ouais, je pense. Qu'on ait des enfants ou pas, parce que on est plus, on a plus de difficultés à dire non. On est plus souvent éduqués pour être serviable, plaire, euh, La petite agréable, fille modèle, quoi. un peu petite fille modèle, quoi. Et tu parlais de burn-out de la scolarité. Avec du recul, moi après, je me suis rappelé de 2 fois où j'ai failli complètement craquer et j'ai eu 2 réflexes de survie. C'est-à-dire, j'ai arrêté mes études 2 fois et à chaque fois, je les ai reprises. Mais j'ai arrêté en plein milieu parce que j'allais tellement au bout, au bout, au bout. Et 2 fois, j'ai réussi à m'arrêter à temps jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out professionnel. Donc, j'avais vraiment des prédispositions. Et pourtant, j'étais étudiante, mais c'est toujours la course à l'excès, au toujours plus. Et ouais, les nanas, ouais, ouais, je pense qu'on a ça. Notre mode de fonctionnement, en tout cas, nos émotions, tout ça, nous pousse pas dans le bon sens, quoi, par rapport à ce sujet-là. Ouais, et puis il faut pas oublier que finalement, le monde du travail, c'est pas un monde qu'on connaît depuis si longtemps. Je parle pas de nous, je parle de nos générations, quoi. Nos mères, nos grands-mères ont Oui, commencé oui. à travailler, mais encore même nos grands-mères, pas toutes, quoi. Mm, mm. Et et en fait, c'est un monde, par exemple, le syndrome de l'imposteur, moi je le vois en coaching, c'est beaucoup plus flagrant chez les nanas que chez les mecs. J'ai même vu une étude, je peux même pas te rappeler les chiffres, mais dans une étude, pour un poste, un mec qui n'a pas, on imagine, il y a une annonce de poste à pourvoir. Le gars, lui, s'il a seulement 50% des compétences demandées, il y va. La nana, pour pouvoir se sentir légitime et postuler à ce poste, elle va attendre d'avoir, je crois que c'était 90% des compétences pour se lancer. L'audace. Et les mecs, ils y vont. Et les mecs, ils y vont. Ils se prennent pas la... Et ils ont raison. Avant, je disais, ouais, c'est dégueulasse, c'est même pas... voilà, et puis c'est montrer qu'il y a un état d'esprit chez les mecs qui est beaucoup plus audacieux, beaucoup Bien plus sûr. conquérant. On y va, on verra bien comment ça marche et on passe entre les lignes, quoi. Ouais, puis il fonctionne pas du tout de la même façon que nous, hein, tu vois. Enfin, t'es fatigué, bah va te reposer, point barre, quoi. Il y a des trucs à faire, bah c'est pas grave, t'es fatigué, va te reposer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu binaire, quoi, chez eux, donc c'est sûr que Mais ça, c'est pas surprenant. ils ont raison et autant ils ont intérêt de parfois de s'inspirer de nous, mais nous aussi on a intérêt de s'inspirer d'eux. Parce Tout à que fait. on a beau dire les mecs sont plus égoïstes que les nanas, mais les mecs ils pensent à eux et ils ont raison de penser à eux aussi. Comme nous, on aurait bien intérêt de penser à nous. Et Un peu pareil, plus, on ouais. peut- même si on prend un papa et une maman, très souvent, je veux pas faire de généralité, mais très souvent, vous mettez un papa et une maman dans un lit qui dorment la nuit, le bébé qui se réveille. La majorité du temps, la situation est la même pour les 2 parents. La majorité du temps, c'est la maman qui se réveille. Oui, mais c'est parce qu'ils ont pas les mêmes ouïes, tu vois, que nous. Ils l'entendent C'est pas. comme ça, tu vois. C'est pas de leur faute, ils n'entendent pas. Situation égale, les deux vont pas penser de la même manière. Et donc, Et le alors, ce qui est le plus étonnant, c'est que dans cette même situation, s'il se trouve que la maman n'est pas là, tout d'un coup, le papa retrouve son ouïe. C'est fantastique, ça, hein, la, la magie de la nature. donc, non, non, inspirons-nous les uns des autres, hein, franchement, prenons un peu des uns et les autres un peu de nous-mêmes. Et justement, je voulais te demander, qu'est-ce qui fait que dans ta situation, t'as pas démissionné? Ah, mais moi, j'ai Ah démissionné. oui, donc t'as fini par démissionner. Alors moi, j'ai fini surtout par faire un vrai burn-out, donc j'ai dormi pendant 3 mois, jour et nuit. Ensuite, bah, j'ai développé des crises d'angoisse. En fait, moi, c'est arrivé avant burn-out. J'ai commencé, et là, ce qui a commencé à m'alerter, c'est que je me levais le matin et je pleurais. Alors que j'estimais que j'avais une vie super. Donc, je comprenais pas.
J'étais complètement déconnectée de moi-même. Donc je me disais, je comprends pas, j'ai un super boulot, il y a plein de gens qui en ont pas, je gagne hyper bien ma vie, je fais des week-ends, je voyage, je sors, j'ai des amis au top. De temps en temps, j'avais un petit chéri, machin et tout. Et puis j'ai pas compris. Alors j'ai eu en parallèle de ça aussi des problèmes familiaux assez importants qui ont forcément pas aidé. Mais pour moi, c'était pas une raison suffisante. Moi, dans ma tête, je fonctionnais, j'étais un peu en mode quand on veut, on peut. Bah là, j'ai compris que pas trop, quoi. Et j'ai commencé à avoir une psy 9 mois avant mon burn-out. Un jour, j'ai eu un accident pendant 9 mois avant, donc je travaillais encore. J'ai eu un accident de bateau. Un truc à la noix, mais quand même costaud, qui m'a arrêtée. J'ai été obligée d'être arrêtée. Comme j'utilisais beaucoup la voiture, je pouvais plus conduire, je pouvais plus aller voir mes magasins, donc stoppé. J'étais arrêtée bien 2 mois. Et le fait de m'arrêter, c'est là que j'ai développé des crises d'angoisse terribles. J'avais un rythme de vie qui était tellement soutenu, une vie tellement remplie, que j'avais pas l'occasion de me connecter à mes émotions. En fait, le matin, c'était le seul moment où j'étais un peu calme. Donc là, mes émotions sortaient, je pleurais, mais j'arrivais pas trop à comprendre de quoi il s'agissait. Et ensuite, ma journée commençait. Et là, hop, j'oubliais et je repartais dans un tas de trucs, machin. J'étais souvent malade. Accident. Là, je m'arrête. Et là, pas le choix. J'avais une minerve, donc je pouvais pas beaucoup bouger. Et je suis dans mon appart à Paris. Et là, toutes mes émotions rejaillissent. Et là, je sais, il y en a tellement, ça part tellement dans tous les sens. Je suis complètement effrayée par ce qui m'arrive. Et donc, je fais des vraies crises d'angoisse énormes. Et puis, je m'apaise un peu avec le temps. Je continue ma psychothérapie. Je reprends le boulot. J'y retourne 2 jours. Je pleure, j'en peux plus. Bon, bref, machin. Je me refais arrêter. Et finalement, encore 2 mois plus tard, je reprends. Je reprends pleine balle, sans avoir travaillé ni mon hygiène de vie, ni mon état d'esprit, donc le système de pensée dont on parlait. Donc en gros, je me suis reposée, mais pas assez compte tenu de mon niveau d'épuisement. Et ça m'a permis de reprendre le boulot et de tenir 3 mois. Je me rappelle, j'avais des poussées de fièvre tous les soirs à la même heure. J'ai commencé à faire des insomnies jusqu'au jour où, bah là, je n'ai pas pu me lever physiquement. J'ai même pas pu aller chez le médecin pour me faire arrêter. Ma tête voulait, je ne pouvais pas. Blocage complet. Et là, à partir de là, donc, arrêt maladie. Je me rappelle, j'avais une voiture dans Paris où je payais pas le parc-mètre parce que tellement j'arrivais pas à sortir de chez moi. J'ai eu des milliers d'euros d'amende. Tellement j'avais laissé la voiture dehors. Mais je m'en foutais. En fait, à ce moment-là, je m'en foutais. J'avais tout lâché. Et puis, je suis redescendue dans le sud parce que je suis originaire de Marseille. Et à un moment donné, dans le sud, retrouver les amis proches. Là, on m'a dit un jour, et si tu reprenais pas? Et je l'avais même pas envisagé. Et quand cette amie m'a dit ça, j'ai senti un soulagement. Et j'ai dit, OK, je reprends pas. Et à partir de là, j'ai pu commencer à entamer ma guérison, mais elle a été longue. C'est-à-dire que j'ai été dans le dur pendant 9 bons mois, mais après, c'est quand même des années pour remonter quand même. Et puis on est épuisé au début, je vais te dire franchement, au début, ton système de pensée, c'est pas par là que tu commences. Parce qu'il faut de l'énergie pour ça. Au début, juste, tu vas dormir, tu vas essayer de bien manger, tu vas juste arrêter de faire ce qui t'a mis mal, donc c'est-à-dire le boulot, même si c'est pas la cause première. Et c'est petit à petit que une fois que tu as de l'énergie, que là, tu peux commencer à envisager, une fois que ton hygiène de vie, tu retrouves un peu d'énergie, et un peu de joie de vivre, que là, tu commences à te dire, bon, bah, OK, clairement, il y a quelque chose qui m'a amené jusque-là, il va falloir que je travaille dessus. Et petit à petit, tu tires les leçons et tu fais différemment pour éviter de retomber dans le truc. Mais ça prend du Je te temps. remercie pour ton partage parce que tu mets le doigt sur un point clé, c'est-à-dire que en fait, quand on arrive vraiment au bout du bout, au burn-out, on ne peut plus bouger, on ne peut plus se lever. Moi, j'ai dans ma précédente vie, en tant que juriste en droit social, j'ai reçu beaucoup de gens et c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent et qui est un peu galvaudé parce que dès qu'on a un petit peu de surcharge, on peut arriver à dire oui, bah je suis en burn-out. Mais en fait, le vrai burn-out, c'est physique. C'est un épuisement où, comme tu l'as très bien décrit justement, voilà,
on n'est plus capable de se lever de son lit, on n'est plus capable de sortir de chez soi, bah tant pis si on a des milliers d'euros de PV, en fait, il y a plus rien qui prend le dessus, quoi. Donc voilà, je suis contente que tu viennes décrire exactement la situation que c'est ce que je voulais aussi qu'on fasse à travers cet épisode. Donc je te Avec remercie. plaisir. C'est fou, mais en fait, tu peux même pas regretter ce genre d'événement parce qu'en fait, après, même si je le souhaite à personne, après, t'apprends tellement sur toi. Enfin, si tu peux vraiment en tirer des bénéfices derrière. Mais le message que j'aimerais passer, c'est, en fait, c'est vraiment n'attendez pas pour vous faire arrêter. Et prendre vraiment soin de vous, parce que le problème, c'est qu'une fois qu'il est là, ah bah là, vous prenez pour longtemps. C'est soit vous vous arrêtez quelques mois et vous arrivez à reprendre, parce que vous avez vraiment pris soin de vous, soit si vous arrivez jusqu'au burn-out, un burn-out comme celui que je viens de décrire, c'est au moins 1 an d'arrêt et faut comprendre que ça rend service à personne, c'est-à-dire ni à soi-même et ni à l'entreprise, parce que des fois, en se disant: «Ouais, mais du coup, je peux quand même pas laisser l'équipe». Je sais pas, parce qu'il y a de la culpabilité au début. Mais le problème, c'est que si on force le truc, dans tous les cas, l'équipe, vous allez l'abandonner parce que vous serez tellement épuisé que vous pourrez pas vous lever. Et après, vous allez pas partir 2-3 mois, vous allez partir pour 1 an, quoi. Et oui, ça bloque un poste, c'est des sous en moins, c'est une équipe qui est un peu bancale, et je dis pas ça pour justement culpabiliser, c'est juste pour dire: prévenez pour prévenir, arrêtez-vous avant, quelques mois, prenez soin de vous vraiment, faites attention à votre hygiène de vie, allez voir un psy, entourez-vous, des bonnes personnes, des gens qui vous tirent vers le haut, faites le point sur vous-même et vous revenez quand ça va mieux, avant de vous flinguer complètement. Parce qu'en plus, je dis arrêt pendant 1 an, mais la vérité, c'est quand on est arrêté 1 an pour burn-out, on a bien le temps de cogiter, de repenser sa vie, de mettre tout à plat, et c'est quand même assez rare de repartir sur le même boulot après un burn-out. Oui, ouais, j'allais te le dire. Je connais pas de situation où la personne a fait un burn-out et est revenue posteriori au même poste. Même si c'est pas la cause de base, on n'a pas envie de revenir sur les lieux où on a été traumatisé finalement. Donc naturellement, on va vouloir aller ailleurs. Donc ça fait un peu penser au Covid quand il y a eu les confinements, quoi. Il y a eu une vague de démissions et de reconversion professionnelle suite au Covid parce qu'on a arrêté les gens. On les a arrêtés et en fait, ils ont eu le temps de penser. Ils ont eu le temps de prendre du recul et de se dire: «Ah, mais finalement, ma vie, c'est pas vraiment celle que je voulais». Et donc, ils se sont barrés. Et ben, c'est pareil, en fait. Donc, c'est aussi l'avantage, quelque part, d'un arrêt maladie, même si au début, c'est vertigineux, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Mais la vérité, c'est que si vous faites pas arrêter en prévention, c'est ce qui se passera et peut-être que ce sera tant mieux aussi. Mais même d'un point de vue juridique, tu vois, c'est toujours le premier conseil qu'on donne, en fait, que le médecin prescrive un arrêt de travail. Parce que souvent, on croit qu'on n'est pas malade physiquement, mais là, tu l'as bien décrit, en fait. C'est un phénomène physique. Donc, phénomène physique, bah, il faut s'arrêter, quoi, pour prendre du recul et éviter que ça dégénère. Comme ça se voit pas, toutes les maladies mentales, elles ne se voient pas. On ne se sent pas légitime de se faire arrêter. Ouais, et la peur du jugement des autres, d'abuser du Exact. système. Encore une fois, des croyances. Si je quitte l'équipe et que je me mets en arrêt, bah, je mets tout le monde dans la merde, ça va être à cause de moi, titati tatata. J'abuse du système, après tout, je sens qu'il m'en reste un peu sous le pied, je pourrais quand même un peu forcer. Ça, c'est des croyances qui induisent certains comportements, c'est-à-dire rester dans un environnement, c'est pas un environnement extérieur et intérieur toxique, et jusqu'à être vraiment, pour le coup, physiquement malade. Mmh. Et en tant que naturopathe, est-ce que tu penses, bah, même si on a vu quand même qu'il y avait un système de croyances qui était propre à l'individu et qui prédisposait à ce type de phénomène, mais est-ce que tu penses qu'il y a une responsabilité et des entreprises qui pourraient être mises en cause? Et en tant que naturo, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce type de situation? Alors, en tant que naturo pour les entreprises, nous, on peut aller en entreprise et proposer des ateliers, notamment pour sensibiliser les gens, à ça. Mais je crois qu'avant tout, et je sais pas si ça se fait parce que tu vas me le dire, mais c'est sensibiliser au max les managers aux signes précurseurs d'un burn-out. Mais pour que ce soit possible, pour être capable de le sentir, il faut que le manager puisse passer du temps avec son collaborateur, puisse, être capable d'observer. En fait, il faut du temps.
Il faut que les managers, ils aient du temps. Ils peuvent être formés, mais si ils ont pas les moyens en temps de l'utiliser, cet outil, ça a pas de sens. Donc est-ce que c'est, des rendez-vous annuels qui vont être consacrés que à ça, que au bien-être du collaborateur et non pas à ses résultats, à sa performance est-ce que ça peut être un entretien annuel uniquement consacré à ça? Est-ce que c'est le manager qui doit le faire? Est-ce que c'est avec un rendez-vous psy, un coach? Moi, je me dis aussi forcément avec tous les outils que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que ce qui pourrait être intéressant en plus des ateliers en naturo, c'est des ateliers d'intelligence collective. C'est-à-dire de mettre tous les collaborateurs d'une même équipe dans une même salle et d'aborder de façon ludique les problématiques qu'ils rencontrent dans leur façon de travailler et sur l'équilibre pro-perso pour libérer la parole, que ça puisse être entendu aussi par les managers, se sentir entendu, se sentir compris. Donc ça, évidemment, ces ateliers d'intelligence collective, ce serait facilité par quelqu'un qui est neutre, qui est extérieur et non pas un manager, parce que sinon ça peut ne pas libérer la parole. Et de trouver ensemble des solutions pour améliorer la situation, pour que chacun puisse participer, puisse contribuer et qu'il y ait vraiment une collaboration, une cohésion d'équipe autour de OK, c'est trop dur. Là, je sens que j'ai besoin d'aide à cet endroit-là. Nanana, comment on peut réfléchir ensemble pour moi je récupère, je sais rien, je récupère ta mission et puis appelle-moi si tu as besoin d'aide sur tel sujet et machin et créer à la fin un plan d'action concret, net, précis, actionnable immédiatement pour soulager tout le monde en fait. Donc ouais, c'est les idées qui me sont venues évidemment avec les outils que je connais, il y en a certainement plein d'autres. Oui, puis avoir de façon générale une action sur le bien-être de ses salariés en entreprise. Et d'un point de vue individuel, tu vois, si par exemple on se reconnaît un petit peu dans le mode de fonctionnement que tu décrivais tout à l'heure, là, qu'est-ce que tu conseillerais pour on se dit ah bah oui, bah là moi je vois bien que je suis un peu limite, j'ai cette tendance-là et tout, qu'est-ce que tu conseilles ou tu vois si tu as quelqu'un dans une consultation naturo qui vient et puis tu te dis ah là, je vois qu'il y a des petits signes, attention, qu'est-ce que tu préconises? Si t'es pas encore en consultation naturo, je te dis forcément va voir un naturopathe, fais un suivi régulier. Et la première chose, tu le disais tout à l'heure, la naturo, c'est chercher la cause de la cause de la cause, la cause de la cause de la cause, c'est le système nerveux. J'ai envie de dire, c'est même le système de croyance. Mais comme on le disait tout à l'heure, en fait, l'idéal, c'est d'associer la psy, mais avec tout un travail même de ce qu'on appelle les techniques cognitives comportementales. Donc, c'est-à-dire vraiment reprogrammation des croyances, reprogrammation de ta tête, de la façon d'envisager les situations pour imaginer des comportements différents. Si je crois que dire non à quelqu'un, c'est mal, ça va m'exclure ou je vais être mal aimée, ça va m'exclure de l'équipe ou voilà. Je vais continuer de dire oui et je vais continuer de me vider de mon énergie, je vais continuer de m'épuiser. Donc, je pense qu'il y a un travail cognitif à faire. Donc, c'est pas non plus n'importe quel type de thérapie. Un truc un peu pragmatique. Alors, il y a l'analyse évidemment, d'où vient le problème et tout machin, mais il y a aussi qu'est-ce que j'en fais en fait. C'est vraiment imaginer le cerveau comme un muscle et l'entraîner à penser différemment. Et à côté, et évidemment, tout le travail sur la relaxation. Et j'insiste sur une relaxation, des techniques de relaxation régulières. Le yoga, la méditation, tout le monde n'aime pas la méditation, hein. Donc yoga, ça peut être même juste de l'activité physique très douce, mais il faut que ce soit régulier. Parce que si ça fait des semaines, pas des semaines, ça fait des mois et des années que votre système nerveux sympathique, il est au taquet. Il faut l'imaginer comme un animal sauvage. Un animal sauvage, ça ne se rééduque pas en 3 respirations. Il va falloir que le système nerveux s'apaise, qu'il ait à nouveau confiance. Et pour ça, il va falloir lui donner régulièrement ce dont il a besoin. Pas juste une fois, pas 2 fois, pas 10 fois, mais tous les jours. Un petit peu. Pour qu'il se dise, ah, elle a compris. Ou il ou elle a compris ce dont j'avais besoin. Je peux commencer à m'approcher doucement, à me détendre et tout. Et là, vous allez sentir des effets. C'est pas des médicaments. Par contre, c'est des techniques qui vont avoir un effet profond, qui vont avoir un effet durable. On peut se faire aider si on sait pas faire, donc avec un naturopathe, la sophro, l'hypnose, des visualisations, des affirmations positives, parce qu'en fait, on va s'obliger entre guillemets à ressentir des émotions positives et à force de faire cet exercice-là, on muscle notre cerveau
à ressentir des choses plus positives et ça aide le système nerveux à se relâcher. Mais évidemment, là, on en parle, mais c'est complètement abstrait, dit comme ça. Il faut vraiment le faire et l'expérimenter pour se rendre compte de la puissance de l'exercice. Mais ça va être intéressant que si c'est fait régulièrement. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de mieux dormir parce qu'on lâche prise et donc d'aider à la récupération. Et ensuite, il y a évidemment le travail sur l'alimentation, le travail sur l'intestin qui est en lien direct avec la tête, donc les digestions, et puis l'apport de certains nutriments comme les oméga 3 qui vont aider à le cerveau à mieux fonctionner, le magnésium, le curcuma qui est très bien, les aliments avec les vitamines du groupe B. Et puis après, dans toutes les plantes, alors attention, hein, ce que je suis en train de dire, c'est pas je suis pas en train de proposer une consultation, des conseils. Ces conseils que je suis en train de proposer, c'est des conseils généraux, mais adressez-vous à un professionnel avant de les prendre. Et surtout, elles ne se mixent pas forcément toutes entre elles. On peut prendre par exemple le matin de la rhodiole qui va nous aider à mieux résister au stress et nous apporter un peu d'endurance sur la journée, et au contraire du griffonia le soir pour pouvoir nous apaiser nerveusement. Il y a l'ashwagandha qui est très bien, qui va permettre de retrouver cet équilibre hormonal qu'on recherche quand justement on commence à trop tirer sur la corde. Et enfin, ah oui, pour dormir, très bien les bourgeons aussi. Enfin, même pas que pour dormir, c'est-à-dire que quand on a un système nerveux qui est vraiment en tension, c'est les bourgeons. Il y a par exemple le figuier qui est très bien pour apaiser le système nerveux pendant la journée, et le tilleul le soir. Et de faire cette association-là pendant 3 mois, c'est pas mal. Et puis voilà, et puis faire attention à son cercle social. Attention, là, plus que jamais, vous avez besoin d'être coucouné, d'être encouragé, d'être soutenu. Donc forcément, faites attention aux personnes qui vous entourent. Et parfois, il y a des personnes, moi je sais, hein, alors pas avant mon burn-out, mais pendant mon burn-out, que j'ai dû mettre à distance. Et le top, moi, c'était un peu violent. Enfin, le top, c'est d'arriver à faire ça dans la douceur, et ça ne peut se faire dans la douceur que si c'est pris suffisamment en amont. En fait, quand on est en burn-out, on est au bout, quoi. On est tellement, donc je vais un peu mal parler, mais on n'en a plus rien à foutre, quoi. Donc là, autour de vous, il y a tout qui part en cacahuète. Donc pour éviter d'en arriver là, le mieux, c'est quand même de mettre à distance doucement mais sûrement avant les personnes avec lesquelles on se sent pas à l'aise, en tout cas pour un temps, parce à ce moment-là, on a besoin de se régénérer. Mais ça aussi, c'est difficile. Ça aussi, ça demande un gros travail psy parfois. Et une prise de conscience qui est pas forcément évidente. Ouais, des fois on a conscience, mais on a conscience que certaines personnes ne sont pas forcément bonnes pour nous à cet instant-là, et on y reste parce que des fois ça fait peur d'être seul, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, je veux pas faire de la peine à l'autre, tati tata, enfin bref, stabilité, loyauté excessive, et donc du coup encore une fois, on privilégie le bien-être des autres avant le sien. Sauf que là, dans ces cas de figure, on doit apprendre à se faire passer en priorité. C'est vraiment, faut passer par une rééducation du système nerveux. Enfin, moi, quand tu en parlais, ça me faisait vraiment penser à ça. C'est comme un bras cassé, bah, tu vas chez le kiné, tu fais pas 3 séances de kiné. T'en fais des dizaines régulièrement pour arriver à ce que ça fonctionne. Donc là, c'est pareil. Et puis, revoir quand même en profondeur son hygiène de vie. Et quand tu parlais des thérapies cognitives comportementales, tu penses à quoi en particulier? C'est une technique qui est utilisée soit par des psychiatres, et finalement, même en coaching, c'est ce qu'on utilise. C'est la reprogrammation du cerveau. C'est ma croyance de départ. Je crois que si je dis non, je vais être exclue, je vais être mal aimée. Je pense ça. Ça crée énormément d'anxiété. Donc, ça crée une émotion. Une émotion et l'anxiété, la peur. Et ensuite, cette émotion-là, c'est elle qui ensuite va induire certains comportements. Comme dans ma tête, je me dis que si je dis non, je vais être exclue, et ça me crée tellement de peur et d'anxiété que le corps, il va tout faire pour éviter de ressentir la peur et l'anxiété. Alors, il va dire oui. C'est vraiment ce travail croyance, émotion, comportement. Apprendre à décortiquer tout ça et les remettre en question, ces croyances. Apprendre à les remettre en question. Est-ce que vraiment, si je dis non, on va plus du tout m'aimer? Est-ce que plus personne ne m'aimera? Est-ce que c'est vraiment vrai?
Merci beaucoup, merci pour tous les conseils que tu nous as livrés et puis pour ton partage sur toi, ton parcours et ton expérience personnelle. Merci pour l'invitation, merci de m'avoir permis de reparler de tout ça et puis en plus si ça peut profiter à un max de personnes, finalement c'est quand même suite à ce burn-out que je suis devenue naturopathe donc gratitude malgré tout. Ouais, non mais vraiment, sincèrement. J'aurais pas eu cette vie que j'ai aujourd'hui si j'étais pas passée par là, ça paraît fou. Alors encore une fois, on peut s'éviter une telle galère. Le top ce serait d'éviter ça, on gagnerait un petit peu de temps. Mais il y a toujours du bon. Grand merci à toi vraiment pour ta participation, puis de t'être livré sur ton expérience, c'était top. C'est génial. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!